J'étais dans la cuisine en train de pétrir de la pâte quand ma petite fille a appelé. C'était un mardi de la fin octobre, le genre d'après-midi où la lumière tombe bas, dorée à travers la fenêtre au-dessus de l'évier, et où toute la maison sent le beurre et le romarin. Je me souviens avoir pensé à quel point tout était calme. À quel point c'était bien. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste dit « mamie ». Et la façon dont elle l'a dit, en un seul mot, à peine un souffle, j'ai lâché la pâte directement sur le plan de travail et j'ai attrapé mes clés avant même qu'elle ne rajoute une syllabe. J'ai trouvé Léa sur le sol de sa salle de bain, recroquevillée contre le côté de la baignoire, les genoux ramenés aussi près de sa poitrine que son ventre le permettait. Elle était enceinte de 7 mois. Son œil gauche était tellement gonflé qu'il était presque fermé. Il y avait une coupure au-dessus de son oreille qui avait séché en une ligne sombre le long de son visage. Elle portait encore ses vêtements de travail, ce gilet jaune qu'elle avait depuis l'université, celui avec les petits boutons de nacre. 2 de ces boutons avaient disparu. Je me suis agenouillé à côté d'elle sur le carrelage froid, j'ai posé mes mains sur son visage et j'ai dit « Ma puce. Ma puce, regarde-moi. » Et elle l'a fait. Elle m'a regardé avec son seul bon œil et elle a dit la chose qui a tout changé. C'était Bérénice, a-t-elle chuchoté. Elle a dit que mon sang n'avait pas sa place dans cette famille. Elle a dit que Marc méritait mieux que ce que je suis. Je suis resté assise sur le sol de cette salle de bain pendant un moment qui m'a semblé interminable. Ensuite, j'ai appelé le 15, et pendant que j'attendais, j'ai tenu la main de ma petite fille, et je ne l'ai pas laissé voir mon visage, parce que ce qui s'y trouvait à ce moment-là n'était pas quelque chose qu'une femme enceinte avait besoin de voir. Bérénice était la sœur aînée de Marc. Elle n'avait jamais aimé Léa. Je le savais depuis le début, depuis ce premier déjeuner dominical il y a 3 ans, quand elle avait dévisagé ma petite fille de haut en bas comme si elle inspectait un colis déposé sur le mauvais palier. La famille de Bérénice avait de l'argent, pas de la vieille fortune héritée, pas de l'argent digne, mais ce genre de richesse récente qui rend les gens méchants. Son mari dirigeait une société de promotion immobilière du côté d'Annecy. Elle conduisait un gros SUV blanc qu'elle gardait d'une propreté clinique. Elle portait ses cheveux en un chignon serré et parlait de l'école privée de ses enfants comme certains parlent de religion. Léa, elle, était documentaliste dans un collège près de Grenoble. Elle était la fille de ma fille Laurence, décédée il y a 8 ans d'un accident vasculaire cérébral. Léa était tout ce qu'il me restait de Laurence, elle avait les yeux de sa mère, son rire, et une gentillesse en elle que j'ai passé 63 ans à apprendre qu'on ne peut pas fabriquer chez quelqu'un. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Marc, à son crédit, avait toujours soutenu Léa. Je le croyais. Ce que je ne savais pas encore, c'était avec quel soin sa sœur avait manœuvré dans son dos. À l'hôpital, pendant que les infirmières s'occupaient de Léa, un gendarme est venu me poser des questions. Je lui ai répété ce qu'elle m'avait dit. Il l'a noté. Il m'a dit qu'ils allaient enquêter. Il a dit cela avec la neutralité particulière de quelqu'un qui a prononcé cette phrase des milliers de fois et qui l'a pensée bien moins souvent qu'il ne l'a dite. Léa dormait. Je me suis assise à côté de son lit et j'ai appelé mon frère. Hubert a 71 ans. Il a passé 25 ans dans la gendarmerie nationale, dont une bonne partie en brigade de recherche, et les 15 dernières années à faire exactement ce qui lui plaisait, ce qui signifiait surtout bricoler sur son terrain dans le massif du Vercors et lire des livres d'histoire. C'est la personne la plus compétente que j'ai jamais connue, et la plus discrète à ce sujet. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il y a eu un silence sur la ligne, ce genre de silence spécifique qui signifie qu'il réfléchit, et non qu'il attend. À quel point est-ce grave, a-t-il demandé. Je lui ai dit. Un autre silence. Puis, est-ce qu'elle vient chez toi quand ils la laisseront sortir? Oui. Bien. Je passerai demain matin. Quand Léa s'est réveillée, elle m'a raconté la suite. Bérénice l'avait appelée ce matin-là, disant qu'elle avait besoin de parler, que c'était au sujet de Marc et que c'était urgent. Léa avait accepté de la rejoindre à leur propriété, une grande maison que Bérénice et son mari possédaient à l'écart, au bout d'un long chemin privé traversant une forêt de sapins. Léa pensait que c'était pour organiser la baby shower, elle pensait que Bérénice avait enfin décidé d'être correcte. Au lieu de cela, Bérénice l'attendait avec une femme que Léa ne connaissait pas, une cousine, disait-elle, bien qu'elle n'ait jamais donné de nom. Elles avaient dit à Léa que Marc avait accepté qu'il était préférable qu'elle s'éloigne de la famille, qu'il avait réalisé que leur mariage était une erreur, et que Léa devait signer des papiers que Bérénice avait déjà préparés, accepter un chèque et disparaître sans bruit.
Pour le bien du bébé, avait dit Bérénice. Pour que l'enfant ne grandisse pas au milieu de tout ça. Quand Léa a refusé, quand elle a dit qu'elle voulait parler directement à Marc, la cousine l'avait saisi par derrière. Bérénice s'était occupée du reste. Elle l'avait abandonné sur le bord d'une route départementale à 5 km de la nationale, enceinte de 7 mois, dans le froid. Elle avait marché jusqu'à trouver une station-service. L'employé l'avait laissé téléphoner. Elle m'avait appelé. Je lui ai demandé si Marc était au courant. Elle a secoué la tête. Bérénice m'a dit que c'était lui qui voulait ça. Mais mamie. Elle s'est arrêtée. Elle a serré les lèvres. Il m'a appelé ce matin avant que j'aille chez elle. Il m'a appelé pour me dire qu'il m'aimait et pour me demander s'il devait ramener quelque chose pour le dîner. C'est là que j'ai compris toute l'ampleur de ce que Bérénice avait fait. Elle n'avait rien dit à Marc. Elle déplaçait des pions sur un échiquier dont il ignorait même l'existence. Léa est sortie de l'hôpital le lendemain après-midi. Je l'ai emmenée dans ma maison, celle où sa mère avait grandi, où je vivais depuis 31 ans. Je l'ai installée dans l'ancienne chambre de Laurence, je lui ai préparé un bouillon de poule maison, et je lui ai dit de ne s'inquiéter de rien avant d'avoir mangé et dormi. Hubert est arrivé à 7 heures du matin avec 2 thermos de café et cette expression que je lui connaissais depuis l'enfance, son visage de travail, celui où il a déjà 3 coups d'avance et attend juste que les autres rattrapent le retard. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que Léa dormait, et nous avons discuté. « Bérénice sait qu'elle est chez toi », a dit Hubert. Ce n'était pas une question. Elle sait au moins que Léa est vivante. Le SAMU et les pompiers ne passent pas inaperçus. Elle sait donc que son plan a échoué. Ça la rend plus dangereuse, pas moins. Il a entouré son thermos de ses 2 mains. Où est Marc dans tout ça? Léa l'a appelé depuis l'hôpital. Elle n'a pas réussi à le joindre. Son téléphone est tombé sur messagerie toute la journée. J'ai regardé mon café. Bérénice l'a intercepté. Elle lui a raconté quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Hubert a hoché la tête lentement. Nous devons réfléchir à l'endroit où Léa sera le plus en sécurité en attendant que la justice fasse son travail. Tu sais aussi bien que moi que la procédure sera lente et que Bérénice a de l'argent et du temps. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Ce que je ne savais pas, c'était que Bérénice allait agir plus vite que prévu. L'appel est tombé à 10h30 ce matin-là. Numéro masqué. J'ai répondu parce que les numéros masqués signifient autre chose quand votre petite fille vient d'être passée à tabac et laissée sur une route. C'était Bérénice. Elle parlait de cette même voix calme et mesurée qu'elle utilisait lors des dîners mondains. Elle a dit qu'elle était déçue que les choses se soient compliquées. Elle a dit qu'elle voulait sincèrement ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Elle a dit que Léa était une fille charmante, mais que certaines racines ne prennent tout simplement pas la greffe, et que la chose la plus humaine pour le bébé serait une rupture nette avec ce conflit. Puis elle a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Elle a dit, je sais qu'elle est chez toi, Madeleine. J'ai toujours su où se trouvait cette maison. J'ai raccroché. J'ai regardé Hubert. On doit y aller, a-t-il dit. Il était déjà debout. Je n'ai pas posé de questions. Je connais mon frère depuis 63 ans. J'ai réveillé Léa, je l'ai aidé à s'habiller, je l'ai installé dans le 4x4 d'Hubert avec un sac que j'avais préparé en 7 minutes, ses médicaments, ses vitamines prénatales, son chargeur de téléphone, 3 rechanges et la photo de sa mère qui était sur la table de nuit. Hubert était déjà en train d'inspecter le châssis de son véhicule, une vieille habitude de ses années de service. Il a trouvé le petit boîtier magnétique clipsé sur le rail du châssis, au-dessus de la roue arrière gauche, avant même que nous n'ayons quitté l'allée. Il l'a brandi pour que je puisse le voir. Petit, noir, plus petit qu'une boîte d'allumettes. Léa, sur le siège passager, l'a regardé à travers la vitre et s'est figée. Hubert ne l'a pas retiré. Il a marché jusqu'au bout de la rue, l'a glissé sous le pare-choc d'une camionnette de plombier garée sur le trottoir, et est revenu. Il est sorti de mon allée et a conduit dans la direction opposée à celle où nous allions. Elle avait quelqu'un à l'hôpital, ai-je dit doucement. Ou devant chez toi plus tôt cette semaine. Il vérifiait ses rétroviseurs. Ça n'a plus d'importance maintenant. Nous avons roulé pendant 40 minutes, suivant un itinéraire qui n'avait aucun sens géographique si l'on essayait d'aller quelque part de précis. Hubert surveillait les rétros comme il l'avait toujours fait, sans anxiété, juste avec attention,
de la même manière qu'on surveille l'Okibou quand on a besoin de connaître l'instant exact où elle frémit. Puis il a bifurqué sur une route départementale vers l'est et a dit, il y a un endroit dans le Haut-Vercors. Une vieille bergerie. Mon ami Thomas l'a utilisée pendant 30 ans. Pas d'adresse dans les bases de données. L'acte est au nom d'un groupement forestier. Pas de signal de téléphone à moins de 3 km. Et Thomas, ai-je demandé. Thomas est parti en 2019. Mais j'ai la clé. Léa n'avait pas beaucoup parlé depuis que nous avions quitté la maison. Elle était assise, les mains posées sur son ventre, de cette façon que font les femmes enceintes sans y penser, un réflexe de protection. J'ai tendu la main par-dessus la console centrale pour couvrir la sienne, et elle a tourné sa paume vers le haut pour me serrer fort. Mamie, a-t-elle dit. Et Marc? On le préviendra, ai-je dit. De la bonne manière. Pas par l'intermédiaire de sa famille. Il doit savoir que tu n'es pas parti de ton plein gré. Il doit savoir qui est vraiment sa sœur. Il saura, a dit Hubert depuis le siège conducteur. Fais-moi confiance. La bergerie était à 4 heures de route, en haut d'un chemin forestier qu'Hubert parcourait de mémoire. Elle se trouvait dans une clairière de mélèzes, de simples madriers grisés par le temps. Un auvent couvert, un poêle à bois à l'intérieur et une pompe à main pour l'eau qui fonctionnait encore. La route goudronnée la plus proche était à 10 km derrière nous. Le ciel là-haut, avec les arbres tout autour et la crête au-dessus, était le genre de ciel qui vous rappelle à quel point le monde est vaste. Hubert a allumé un feu. J'ai préparé le lit étroit dans la petite pièce du fond pour Léa, et elle s'est allongée sans discuter, ce qui me prouvait à quel point elle était épuisée. Car ma petite fille n'est pas du genre à se reposer facilement quand les choses ne sont pas réglées. Hubert et moi nous sommes assis près du poêle. Il y a un homme qui s'appelle Gérald Holt, a dit Hubert à voix basse. Il a été l'associé du mari de Bérénice pendant 8 ans avant qu'il ne se brouille. Je connais Gérald depuis l'époque où nous étions adjoints dans les années 90. Il est revenu s'installer dans la région il y a 3 ans, et il a passé ce temps à rassembler chaque document, chaque virement, chaque preuve papier que Raymond, le mari, a essayé d'enterrer lors de leur séparation. Il m'a regardé fixement. Ce que Bérénice a fait à Léa n'est pas la première fois qu'elle utilise ses mains contre quelqu'un qu'elle voit comme un obstacle. Gérald sait des choses. Il attendait le bon moment pour les mettre sous les yeux des bonnes personnes. J'ai regardé le feu un instant. Et tu as été en contact avec lui. Je l'ai appelé depuis ton allée pendant que tu faisais les bagages, a simplement dit Hubert. Il va passer quelques coups de fil ce soir. C'est ce que les gens ne comprennent pas chez mon frère. Il ne gaspille aucun mouvement. Il ne hausse jamais la ton. Il ne menace pas, il ne fait pas de mise en scène. Il comprend simplement, avec une précision que j'ai toujours trouvée à la fois réconfortante et intimidante, quel levier actionner et exactement quand le faire. La deuxième nuit à la bergerie, Léa m'a réveillé à 2 heures du matin. Je savais avant même d'être totalement réveillé. J'avais aidé à mettre au monde 3 bébés pendant mes années d'infirmière, pas officiellement, pas à l'hôpital, mais de cette façon désordonnée et urgente que la vie exige parfois. Et il y a un son particulier dans la voix d'une femme à ces heures matinales qui court-circuite totalement le langage pour s'adresser directement à quelque chose de bien plus ancien. Mamie, a-t-elle dit depuis le pas de la porte, je crois que c'est le moment. Je me suis levé. Je suis allé vers elle. J'ai posé ma main sur son abdomen et j'ai senti la contraction la traverser comme une vague en eau profonde, et j'ai dit, je sais, ma chérie. Je sais. Viens t'asseoir. Hubert était déjà réveillé. Je ne sais pas s'il a dormi du tout pendant ces 2 nuits. Il est apparu dans l'encadrement de la porte avec la trousse de secours et les couvertures supplémentaires qu'il avait apportées du 4x4, et il m'a regardé avec une interrogation muette. Nous avons du temps, ai-je dit, mais nous devons l'emmener à l'hôpital d'ici quelques heures. La piste est dégagée, a-t-il dit. J'ai vérifié à minuit. Je peux la déposer aux urgences de Grenoble en moins d'1 heure si nous partons dans l'heure qui vient. Nous ne sommes pas partis dans l'heure. Ce qui a suivi a été les 3 heures les plus longues et les plus intenses de ma vie. Léa était forte, plus forte qu'elle ne le pensait, ce qui est vrai pour la plupart des gens et particulièrement pour elle. Elle avait l'endurance de sa mère. Elle a pleuré, elle a serré ma main assez fort pour y laisser des marques, elle a dit des choses qui n'étaient des mots dans aucune langue, et je suis resté à ses côtés, et je lui ai parlé à chaque minute.
de la même façon que ma grand-mère avait parlé à ma mère lors de la naissance de ma tante dans une maison sans électricité pendant une tempête de neige en 1951. Le bébé est arrivé à 4h47 du matin. Elle était petite, rose et furieuse d'être au monde, ce qui me semblait tout à fait approprié. Elle a hurlé vers le plafond de cette vieille cabane avec une conviction que j'ai trouvée presque émouvante. Je l'ai enveloppée dans le linge de flanelle le plus propre que j'avais, je l'ai déposée dans les bras de Léa, et j'ai regardé le visage de ma petite fille passer par toutes les expressions possibles dont les êtres humains sont capables. Pour se fixer enfin sur celle qui n'a pas de nom mais que j'ai déjà vue et toujours reconnue. Le regard de quelqu'un qui vient de comprendre ce pourquoi il serait prêt à mourir. Hubert avait retiré son chapeau. Il se tenait dans l'encadrement de la porte entre les deux pièces, il ne disait rien, et je pouvais voir qu'il faisait de gros efforts pour garder un visage neutre, ce qui pour Hubert signifie qu'il ressent quelque chose de très fort. Nous sommes arrivés à l'hôpital de Grenoble avant le lever du soleil. Ils ont pris Léa et le bébé immédiatement. Je me suis assise sur une chaise de la salle d'attente, les mains sur les genoux, et je me suis autorisé à trembler pendant environ 4 minutes, ce qui était tout le temps que je pouvais y accorder. Hubert est sorti. Je l'ai regardé par la fenêtre alors qu'il passait 3 appels téléphoniques, debout sur le parking dans la lumière grise de l'aube, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Quand il est revenu, il s'est assis à côté de moi et a dit « Gérald Holt a rencontré un enquêteur du parquet hier soir. Des mandats d'amener sont en train d'être rédigés pour Bérénice. » Pour Bérénice ? Pour la cousine aussi, elle s'appelle Patrice. Elle a déjà des antécédents pour agression. Et séparément, pour Raymond, ce qui n'est que justice après tout ce temps. Il a marqué une pause. Marc est en route. La belle-fille de Gérald est allée le voir en personne à son travail ce matin pour lui parler, parce que son téléphone était géré, disons, par sa sœur. On lui avait dit que Léa était partie de son plein gré. On lui avait dit qu'elle avait signé les papiers. Il y a cru. Hubert m'a regardé sans jugement. Il avait peur. Il l'aime, il avait peur, et quelqu'un en qui il avait confiance lui a raconté quelque chose qu'il ne voulait pas croire mais qu'il craignait être vrai. Ce n'est pas de la faiblesse, Madeleine. C'est juste être humain et avoir peur. J'ai réfléchi à cela. J'ai pensé à toutes les façons dont la peur transforme les gens en des versions d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaîtraient pas dans leurs meilleurs jours. Marc est arrivé à 8h17 du matin. Il a franchi les portes automatiques du hall de l'hôpital avec l'allure d'un homme qui a conduit pendant 4 heures en imaginant tous les scénarios possibles et en ne s'étant préparé à rien de ce qu'il attendait réellement. Il portait encore ses vêtements de travail de la veille. Il avait une coupure sur la lèvre inférieure dont je ne connaissais pas encore l'histoire. Il m'a vu en premier. Il s'est arrêté. Je me suis levé de ma chaise et je l'ai regardé un instant. Il avait 29 ans, ses mains tremblaient, ses yeux étaient rouges, et il avait aimé ma petite fille sincèrement et bien pendant 3 ans, avant d'être retourné contre elle par quelqu'un qui comprenait exactement où logeaient ses angoisses et comment les utiliser. Elle est ici, ai-je dit. Elle est en sécurité. Le bébé est là aussi. Il a laissé échapper un son que je ne vais pas essayer de décrire. J'ai posé ma main sur son bras et je l'ai accompagné dans le couloir. Léa était assise dans son lit d'hôpital, le bébé contre sa poitrine, quand Marc a passé la porte. Elle a levé les yeux. Il est resté sur le seuil pendant un moment qui semblait tout contenir, les 3 ans passés, la peur, les mensonges, la distance qui avait été fabriquée entre eux par quelqu'un qui n'avait que du mépris pour ce qu'ils avaient construit. Puis il a traversé la chambre, il s'est assis sur le bord du lit et il a passé ses bras autour d'elle deux, tous les 3 formant ce petit cercle protecteur, et il a répété « Je suis désolé » dans ses cheveux plus de fois que je ne pourrais les compter. Je suis retourné dans le couloir. Hubert était appuyé contre le mur. Il m'a tendu un café de la machine au bout de l'allée, je l'ai pris, et nous sommes restés là un moment sans rien dire. Bérénice a été arrêtée un jeudi, 11 jours plus tard, dans son quartier résidentiel UP, là où elle vivait depuis 14 ans. Le mandat incluait 2 chefs d'accusation de violences aggravées, un chef de violence sur personnes vulnérables enceintes, ce qui entraîne une peine aggravée en France, et association de malfaiteurs. Patrice a été interpellé le même après-midi. Raymond a été arrêté séparément pour des délits sans rapport avec Léa, des crimes qui s'accumulaient discrètement dans les dossiers de Gérald Holt depuis 3 ans, comme l'eau derrière un barrage. J'ai appris les arrestations par Hubert, qui les tenait de Gérald, qui lui-même les tenait de l'enquêteur. À ce moment-là, j'étais de retour dans ma maison, et Léa et Marc étaient dans leur propre appartement avec le bébé,
et les choses commençaient, lentement, à reprendre la forme d'une vie ordinaire. Marc n'avait pas reparlé à sa sœur depuis le matin où il avait foncé à l'hôpital. Il a dit à Léa, qui me l'a rapporté, qu'il ne savait pas encore s'il le ferait un jour, et qu'il n'était pas prêt à y penser. Ce qu'il savait, c'était qu'il voulait être le genre d'homme sur lequel sa fille pourrait compter. Il l'a dit. Il l'a dit à Léa, et il me l'a redit quand il est venu dîner le dimanche suivant, et je l'ai cru. Le bébé s'appelle Clara. C'était le choix de Léa. Elle a dit qu'elle voulait un prénom simple et clair, un nom qui ne pèse pas, parce que l'enfant elle-même serait le poids, cette gravité spécifique et irremplaçable de ce qu'elle déciderait de devenir. Clara, propre comme une fenêtre par un matin de gel. Hubert est venu à ce dîner dominical lui aussi, et nous nous sommes assis à la table où j'étais assise depuis 31 ans, celle qui a un pied bancal que j'ai l'intention de réparer depuis 1999, et nous avons mangé le poulet rôti. Le gratin et les légumes que je prépare depuis que j'ai 17 ans, appris auprès de ma propre grand-mère. Léa allaitait le bébé dans le fauteuil près de la fenêtre. Marc a débarrassé les assiettes sans qu'on lui demande. Hubert a raconté une longue histoire de partie de pêche qui n'avait aucun sens narratif mais qui était d'une certaine manière très drôle à la fin. J'ai tout observé. J'ai pensé aux mains de ma grand-mère dans la cuisine, à la voix de ma mère, au rire de Laurence, et à toutes ces choses qui se transmettent, pas exactement dans le sang, mais dans le choix quotidien d'être présent et digne. D'aimer les gens en face de soi et de leur enseigner ce que les nôtres nous ont appris. J'ai pensé à Bérénice, qui avait regardé ma petite fille et avait vu quelque chose de sale, quelque chose d'inférieur, quelque chose qui devait être supprimé. J'ai pensé à quel point elle avait tort. Pas de cette façon qui demande un argument ou une preuve, mais de cette façon qui signifie qu'elle avait manqué quelque chose de si fondamental que tout son argent, son chignon impeccable et son SUV rutilant ne pourraient jamais compenser. Ce qu'elle avait manqué, c'était ça, exactement ça. La table au pied bancal, l'histoire qui n'a ni queue ni tête, le bébé près de la fenêtre et les deux vieux qui ont roulé 4 heures dans la montagne sans se demander une seule seconde si ça en valait la peine. Ça en vaut toujours la peine. Après le dîner, quand Marc a pris le bébé et que Léa s'est endormie sur le canapé comme le font les jeunes mamans, soudainement, complètement, sans s'en excuser, Hubert et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière. Les nuits étaient froides maintenant. On voyait les étoiles distinctement. Un mouvement de grand-père, a dit Hubert doucement. Je l'ai regardé. Il souriait à quelque chose que je ne pouvais pas voir. Tu te souviens de ce que grand-père disait toujours quand ça tournait mal? Quand la ferme était inondée, quand le tracteur tombait en panne 3 semaines de suite, quand maman est tombée malade. Je m'en souvenais. Je pouvais entendre la voix de notre grand-père aussi clairement que s'il était assis dans la 3e chaise sur la terrasse. Une voix basse et posée, la voix d'un homme qui avait assez vu le monde pour ne plus en avoir peur. On protège ce qui est à soi. Pas avec du bruit, mais avec patience et précision. Il l'aurait aimé, j'ai dit, en parlant de Clara, de Léa, de tout ça. Il l'aime, a dit Hubert avec la certitude tranquille d'un homme qui a plus réfléchi à ces choses qu'il ne veut bien l'admettre. Ne fais pas de mélodrame. Il l'aime, c'est tout. J'ai ri. Il a ri. Les étoiles étaient très brillantes. À l'intérieur, j'entendais Clara faire ces petits bruits que font les nouveau-nés, pas des pleurs, juste le bruit d'exister, de s'annoncer au monde de cette manière modeste et persistante de quelqu'un qui a l'intention de rester ici longtemps. Je suis resté avec ce son pendant un moment. Je l'ai laissé être ce qu'il était. 63 ans, et j'apprends encore que les moments qui comptent vraiment ne sont jamais ceux auxquels on se prépare. Ils vous trouvent dans des cuisines ordinaires par de calmes après-midi d'octobre. Ils arrivent dans la voix de quelqu'un que vous aimez disant votre nom avec un poids spécifique qui n'a besoin d'aucune traduction. On répond. On y va. On fait ce qu'il y a à faire. Et puis on s'assoit sur la terrasse dans le froid, on écoute le bébé respirer, et on se dit, c'était pour ça. Pour ça, exactement. Rien de plus, rien de moins. Ça,